C'est le gouvernement de toutes les attentes. Après quelques 2 années remplies de secousses politiques, Félix Tshisekedi est désormais le seul maître à bord pour établir sa politique. Mais avec quelle finalité, quel résultat, quelle priorité? Nous allons discuter de cette thématique avec le porte-parole adjoint de la NGT, communicateur de l'Union Sacrée et membre de l'UDPS, Junior Koudoura. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci de me recevoir une fois de plus sur votre émission et sur Télé 50 également. Avant de parler du futur, j'aimerais que l'on fasse un tout petit pas en arrière. Je vous ai présenté comme membre de l'UDPS tout à l'heure et l'on a assisté à une matinée politique du secrétaire général Augustin Kabouya en train de coter en quelque sorte les ministres UDPS du gouvernement sortant. Parmi eux, les meilleurs élèves ont été cités, Junior Matamelanga de la NGT, Yves Bonkoulou du tourisme ou encore Etienne Ilongondo de la santé, mais qui malheureusement avait été épinglé dans une enquête de l'IGF pour avoir détourné ou pas, et parce que c'est resté quand même en queue de poisson jusque-là de l'argent. Et il a été, ce classement établi sur fait des actions posées en faveur du parti ou en faveur de la politique du gouvernement. Très bien, merci d'abord pour la question. C'est une question importante au vu de l'actualité du jour. C'est un événement qui a eu lieu hier. Effectivement, il y a eu une communication du CG de l'UDPS qui a estimé bon de communiquer avec la base et épingler quelques bonnes notes de certains membres de l'UDPS qui ont fait la fierté du gouvernement, de l'UDPS au sein du gouvernement. Il ne les a pas tous épinglés, il ne les a pas non plus tous oubliés. Effectivement, il y a eu des ministres qui ont été clairement bons, notamment vous parlez du ministre Etienne Ilongondo à la santé, qui a fait l'objet d'enquêtes, mais ces enquêtes, ces investigations n'ont abouti à aucune poursuite ou à aucune ouverture de dossier judiciaire. Donc comme c'est souvent le cas avec l'IGF. Bon, à part le directeur de cabinet. L'IGF a estimé, à l'issue de son travail, qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir un dossier ou en tout cas d'entamer la procédure pour l'ouverture d'un dossier à l'encontre du ministre. Nous, au niveau du ministre de la Santé, pourquoi est-ce que le DPS le soutient? Parce qu'effectivement, au niveau de cette pandémie Covid-19, vous constaterez qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises par le gouvernement congolais, à l'initiative du ministère de la Santé, ont permis quand même à ce qu'on puisse, un temps soit peu, traverser cette crise de Covid, tant la première vague que la deuxième, dans des conditions plus ou moins acceptables, à la fois strictes, mais permettant quand même aux Congolais de maintenir un certain niveau de vie, un certain niveau de liberté dans leur mode de vie. Donc effectivement, pour ces points-là, tandis que sous d'autres pays, même en Afrique, il y a eu des difficultés, notamment en Afrique du Sud, mais nous au Congo, grâce à l'action du ministère de la Santé, chapeauté par le ministre Etienne Ilongondo, effectivement, les choses ont été faites de manière à ce qu'on puisse quand même traverser la Covid-19, tant sur la première vague que la deuxième vague, avec quand même un sentiment de liberté maintenu. Au niveau du ministère des Finances, effectivement, le vice-ministre des Finances, Junior Mata, qui est l'autorité morale de la nouvelle génération de Tshisekedi, a également été félicité par le CG de l'UDPS et nous en sommes fiers et nous accompagnons et nous partageons cette opinion du CG de l'UDPS. Oui, vous démontez donc qu'il ne s'agit pas d'un classement fait sur base des actions posées en faveur du parti, parce que Jean-Marc Aboun, par exemple, n'a pas mâché les mots en disant que les combattants ne se sont pas retrouvés lors de ce gouvernement parce que certains ministres ont fermé leurs portes, ils ont bloqué les appels téléphoniques, on ne les recevait plus. Parce que quand on fait l'éloge de Yves Bonkoulou, par exemple, au tourisme, vous avez cité Etienne Longondo pour coronavirus, Ebola vaincu 2 fois, je crois. Exactement. Vous parlez de Junior Mata, peut-être pour avoir les allocations au Trésor, je crois. Exactement. C'est ça les le bons concept. d'éducation du Trésor. Voilà, éducation du Trésor. Et s'il faut citer par exemple le tourisme, ça a été un ministre fantôme pendant toutes ces 2 années. Ici, il ne s'agit pas de juger les uns et les autres. Il a été question de dire qu'effectivement, les qualités qui ont été retrouvées au sein de ces ministres-là ont été approuvées par le parti. Des qualités notamment de probité morale, des qualités de respect des normes, de ce que doit être un ministre au sein d'un gouvernement. Moi, je ne suis pas le porte-parole du ministre du Tourisme. Je ne peux pas donc m'engager à prendre parole pour lui. Je suis le porte-parole de la NGT.
Et membre de l'UDPS. Membre de l'UDPS, mais je n'ai pas qualité à engager une opinion sur le ministère du Tourisme. Très bien, on va aborder à présent le sujet qui nous concerne par rapport à ce nouveau gouvernement. La page Inunkamba est en train d'être tournée certainement et on va commencer la page Sama Lukonde. Quel genre de Premier ministre, d'abord à votre avis, sera Sama Lukonde après le fiasco des relations entre l'institution président de la République et la primature avec Sylvestre Ilunga Ilunkamba? De prime abord, moi je m'intéresse au fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que le Premier ministre est jeune, parmi sûrement l'un des plus jeunes que nous ayons eu depuis un très très long moment. Et dans ce sens, je pense que le président de la République, le chef de l'État, a mis une forte pression sur le Premier ministre pour dire qu'effectivement, il voulait du renouveau. Ce renouveau-là, le Premier ministre est censé le comprendre, lui qui est quand même de la classe qu'on peut considérer comme jeune. Et donc, dans ce sens, nous espérons beaucoup de ce gouvernement, d'autant plus que nous n'avons plus que 3 ans sur les 5 années initialement prévues par la Constitution, et qu'aujourd'hui, les attentes sont tellement fortes au niveau de la jeunesse. Et ce sont ces attentes-là que nous voulons que le Premier ministre porte. Quelles sont-elles? Aujourd'hui, les jeunes ne demandent pas l'aumône, ni ne commandent pas pour leur avenir. Ils demandent des choses simples, l'emploi, le social. En tant que jeune, en tant que Congolais d'abord et en tant que jeune Congolais, nous estimons que le Premier ministre est tenu à une obligation de résultat. D'autant plus que cette fonction de Premier ministre, il l'a acceptée alors qu'il aurait pu la refuser. Donc nous pensons qu'il aura les moyens de mettre en place la politique du chef de l'État. Vous l'aviez dit vous-même dans votre réponse qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On est en 2021, en 2023, normalement, on devrait avoir des élections. Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que Sama Lukonde ne sera pas un Premier ministre tout simplement appelé à préparer les élections, comme Bruno Tshibala l'avait dit en son temps, et n'aura pas le temps de s'occuper du social de la population, des aspirations de la jeunesse, bien que jeune, comme vous-même vous l'avez présenté? Est-ce que ce n'est pas un piège? Il n'y a pas de piège, parce qu'effectivement, première chose, le chef de l'État l'avait dit, il faut changer le système. Quand vous voulez construire du nouveau, il faut aplanir le terrain. Aujourd'hui, il nous a fallu 2 ans pour évincer un système qui s'est instauré des temps. Vous confirmez la thèse selon laquelle, durant 2 années, le bilan de Félix Tshisekedi a été de neutraliser ses partenaires ou ses adversaires. Et là, maintenant, le travail va véritablement commencer. Durant 2 années, le chef de l'État s'est appliqué à installer un état de droit, à installer une nouvelle moralité. Qui n'est pas encore installé totalement. Selon qui? L'état de droit, c'est installé. Aujourd'hui, il y a encore des bavures à gauche, à droite. Il y a une manifestation de l'opposition qui a été sérieusement réprimée dernièrement. Il y a des bavures dans tous les pays du monde, mais ça dépend qui en sont les auteurs. S'il n'y avait pas de bavures, il n'y aurait pas de police dans tous les pays du monde. La police est là justement du fait même que les bavures sont des faits sociaux qui sont inhérents à une société. Mais si vous parlez de bavure policière, c'est autre chose. Mais je parle de violence, je parle de vandalisme, d'incivisme. C'est un fait social qui existe et qui justifie la présence de police dans tous les pays du monde. Mais nous disons que l'état de droit fonctionne parce que si bavure il y a ouverture de dossier judiciaire, il y a justice, il y a relaxation si les faits sont estimés non convaincants, il y a poursuite si les faits sont et condamnation si les faits sont jugés convaincants. Donc aujourd'hui, ce que je disais, c'est que le chef de l'État a mis 2 ans. Et le bilan, on ne peut pas le faire sur 2 ans, mais sur 5 ans, qui va être ponctué par une élection. Et ce temps était nécessaire, il faut le dire, il était nécessaire pour clarifier et mettre en place un nouveau système. Pour déboulonner l'ancien. Mettre en place un nouveau système. Ce système, aujourd'hui, il est là, nous devons travailler. Le point le plus essentiel pour le Premier ministre, c'est la gestion du temps. C'est le point le plus essentiel. Aujourd'hui, le gouvernement qui sera mis en place doit travailler sur base d'obligations de résultats et pas d'obligations de moyens, de volonté, de possibilités. Il faut que chaque ministre qui intégrera ce gouvernement soit tenu à des résultats. Je ne peux pas comprendre, par exemple, et les Congolais, nous, jeunes Congolais, nous ne pourrions pas comprendre qu'un ministre qui soit à un ministère régalien, durant l'exercice de son pouvoir, ne mette pas en place de projets ou même d'avant-projets de loi permettant la réforme de son secteur. C'est inconcevable. Donc, vous êtes ministre pendant 3 ans et durant 3 ans, aucun avant-projet de loi n'a été proposé, aucun projet de loi n'a été proposé, aucune loi n'a été proposée, aucune proposition de projet n'a été proposée. Et donc aujourd'hui, il faut travailler sur la gestion du temps et sur l'obtention de résultats. Julien Koudoura, il y a un concept qui revient de plus en plus depuis la nomination de Sama Lukonde. Nous l'avons déjà évoqué également depuis le début de cette émission, c'est la jeunesse. Oui. Déjà, lui-même, en tant que jeune, Sama Lukonde, à peine 40 ans révolus,
Devra-t-il obligatoirement s'entourer également des ministres jeunes pour arriver à installer sa vision? Est-ce qu'il sera suffisamment charismatique pour dompter les vieux loups de la politique congolaise, ceux qui ont déjà été ministres depuis Mobutu, sous Kabila père et fils et encore sous Tshisekedi? C'est une très bonne question. D'abord, le fait que le Premier ministre soit si jeune, comme vous le dites, démontre à suffisance qu'il y a de la compétence dans ce pays. En tout cas, de la qualification. Non, pour le moment, que l'on peut faire confiance. En tout cas, ça démontre qu'il y a de la qualification dans ce pays, qu'il y a des jeunes qui sont qualifiés, qui ont le profil d'être Premier ministre à 40 ans. Ça a été reconnu par les membres du FCC et du CACH et de manière générale par les Congolais. Deuxième chose, vous disiez ici, est-ce qu'il faut des jeunes? En tout cas, nous, depuis maintenant les années Mobutu, Kabila I, le père et le fils, et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu essentiellement au sein des gouvernements des personnes, des caciques, des éléphants, des gens que nous estimions, que nous sachions, ou qu'on disait d'eux qu'ils étaient extrêmement qualifiés, extrêmement expérimentés, qui ont traversé les époques, traversé les républiques, deuxième, troisième, qui ont traversé les présidences de Mobutu à Kabila, de Kabila à Tshisekedi, mais qui, dans les faits, n'ont pas fait grand-chose pour développer le pays. Alors qu'on disait d'eux qu'elles étaient forcément qualifiées. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'opportunité est là pour le chef de l'État de proposer quelque chose de nouveau, de proposer du sang neuf, parce qu'effectivement, durant les 15-18 dernières années, on a vu que l'expérience, le fait d'avoir occupé tous les postes de la République ne font pas d'un homme l'assurance qu'il soit compétent et qualifié pour changer les choses dans son ministère, dans son entreprise, dans sa partie de pouvoir. Donc effectivement, oui, je réponds à votre question. Il faut donner la chance à d'autres personnes qualifiées, compétentes, jeunes ou plus âgées, mais moi en tant que jeune, je milite pour les... D'autres personnes ne voudraient pas dire que jeunes, parce que jeune ou plus on a âgé, l'impression que ça sert parfois d'excuse. Non, pas du tout. Jeune ou plus âgé, mais moi en tant que jeune, forcément, je milite pour la jeunesse. Parce que j'estime qu'elle est compétente, et les plus âgés militent pour les plus âgés. Moi, en tant que jeune Congolais, je milite pour la jeunesse. C'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, la jeunesse, elle est là, elle est qualifiée. Je vous donne un exemple, pour vous prouver que les jeunes réfléchissent. Moi, je suis membre de la jeunesse de l'Union Sacrée, membre de la nouvelle génération de Tshisekedi, dirigée par Junior Mata. Nous pensons, nous réfléchissons, nous nous disons par exemple qu'aujourd'hui, dans ce pays, moi je suis également ancien banquier, j'ai travaillé dans des banques où les crédits étaient octroyés aux entreprises, mais pas spécifiquement aux jeunes. Mais nous pourrions peut-être penser à mettre en place une réforme du système. Par exemple, le ministre des Finances pourrait penser à avoir des séances de travail avec les banques commerciales du Congo pour voir dans quelle mesure octroyer des crédits jeunesse qui pourraient être garantis par l'État congolais suite à des études spécifiques de projets présentés par les jeunes Congolais. Mais est-ce qu'avec l'environnement actuel du pays, avec les réalités du pays, la formation dont bénéficient les jeunes en ce moment, j'insiste surtout sur les réalités, les jeunes sont préparés à de telles expériences par rapport à des crédits. Parce que si on ne leur octroie pas des crédits, il y a forcément une raison. Il y a cette anecdote de, voilà, un jeune, il peut avoir un projet, un très bon projet, très bien structuré, il le présente, il séduit. Après, on donne l'argent, premier investissement, il achète d'abord une voiture. Voilà pourquoi il faut mettre en place des cellules d'études de projet, des cellules d'études de faisabilité, au niveau du gouvernement, bien sûr, pour valider les candidatures de financement au projet entrepris par des jeunes. Deuxième chose, les banques n'ont pas de problème à financer les jeunes. La seule chose qu'une banque exige pour un financement, c'est la garantie de remboursement. À partir du moment où ce remboursement sera garanti par l'État, les banques commerciales, par principe, n'ont aucun problème à financer parce que c'est leur travail de financer les activités économiques. C'est une première proposition. Deuxième proposition. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous sommes à 70% agricoles. Il faudrait, dans l'optique de réduire la taille du gouvernement, pour faire des économies, mais aussi pour avoir une cohérence dans l'application du programme gouvernemental, nous pourrions par exemple réunir le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire au sein d'un ministère pour avoir de l'éducation, pour avoir une cohésion dans l'approche éducationnelle et réformer les programmes d'éducation des jeunes. Notamment, si je termine, notamment dans le sens d'orienter la jeunesse dès le bas âge vers l'appréciation du secteur agricole qui constitue un levier essentiel et sine qua non au développement du pays, sans lequel on ne peut pas se développer. Et donc, il faudrait donc que le ministère de l'Éducation oriente la jeunesse dès le bas âge vers l'intérêt de ces jeunes pour l'agriculture. On dit que le budget de la République démocratique du Congo, en tout cas tel qu'établi, 70% carrément de ce budget va pour les trains de vie des institutions. On n'a pas dit
du gouvernement, pas des ministres seulement, mais il y a aussi ce que l'on a constaté, ce système de un gouvernement parallèle, tous ces conseillers, en tout cas on dirait par dizaines, que quand le président de la République, eux aussi consomment de leur côté. Est-ce qu'il n'y a pas, comme on le fait au niveau du gouvernement, fusionner quelques secteurs, comme vous l'avez dit au niveau de l'éducation, on ne peut pas faire la même chose aussi du côté du cercle, de l'entourage du président de la République pour éviter d'affecter pratiquement tout l'argent qui sort pour le train de vie des institutions. Effectivement, moi, je suis d'accord sur le fait de compacter, de réduire la taille du gouvernement. Des institutions en général. Des institutions, du gouvernement d'abord, peu importe l'ordre, mais de réduire la taille des institutions de manière à avoir, d'abord, première chose, une réduction des dépenses, du train de vie. Deuxième chose, une cohérence dans la composition des structures qui composent en fait une institution. De manière à ce qu'on sache que pour tel projet, il y a 4-5 personnes clés, 4-5 services clés dans lesquels il faut orienter le projet de manière à avoir une orientation claire et une cohérence dans la tenue du projet. Par rapport au gouvernement parallèle, moi je n'ai pas entendu qu'il y avait un gouvernement parallèle ici au Congo, mais plutôt une pléthore de ministres, une pléthore de conseillers dans les différentes institutions. Effectivement, si tel est le cas, la formation du gouvernement ici sera un test intéressant de manière à constater si effectivement oui ou non on peut réduire, et je pense que c'est effectivement possible, réduire la taille des gouvernements. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, toujours dans le cadre des réformes, toujours dans le cadre de la réflexion de la jeunesse, à part la réduction de la taille du gouvernement, il y a des projets concrets qu'on peut mettre en place. Regardez par exemple le projet Excellencia qui a été lancé par la Fondation Nakeru, qui a lancé comme ça 10 lauréats de nos jeunes ici à l'étranger, avec un programme qui a été en association avec le Campus France, pour partir à l'étranger, se former et ramener des ressources humaines qualifiées au Congo. Donc si une fondation individuelle peut le faire, a fortiori le ministère de la Jeunesse ou autre de l'Éducation peut le faire. Vous voyez, des initiatives comme ça, elles sont intéressantes dans le sens où elles permettent à ce que les gens comprennent que les jeunes ont des idées et peuvent participer à la gestion de l'État. Une dernière chose sur laquelle nous voulions parler et que nous voulions proposer, vous avez aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, le fait qu'on dise effectivement, comme vous disiez, que les jeunes ne sont pas qualifiés, donc ils n'auront pas de travail. Mais la qualification commence par le fait d'avoir au moins une première tentative de travailler. Comment voulez-vous, à la fois dans un pays... Quelqu'un qui finit l'université, par exemple, on lui demande 5 années d'expérience, alors que, par définition, quelqu'un qui finit l'université n'a pas travaillé de sa vie. Donc, il y a des cohérences comme ça, pour lesquelles le ministère de l'Emploi, qui est un ministère, selon moi, régalien, de premier rang, devrait mettre en place des réformes pour, au niveau des entreprises, supprimer là où c'est possible cette demande de 2 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience, sachant très bien qu'un universitaire n'a pas cette expérience-là. De la même manière, nous voyons dans les sociétés étrangères ici, le supermarché et autres, des stages qui se multiplient pour des simples fonctions qui, de base, ne sont pas si compliquées que cela, mais simplement les employeurs étrangers souhaitent multiplier le stage pour ne pas avoir le contrat à durée indéterminée à fournir au niveau de ces jeunes-là. Donc nous pourrions proposer, par exemple au niveau de la jeunesse, c'est ce que la jeunesse de l'Union sacrée propose, que des réformes soient mises dans ce sens, notamment par exemple à ce que les offres d'emploi soient toutes formelles, envoyées à l'Office national de l'emploi, de manière à ce qu'on puisse retracer toutes les entreprises qui ont formulé des demandes de stage et que ces demandes de stage ne puissent pas dépasser pour une même fonction, un même poste, un certain nombre de répétitions, de récurrences, de manière à canaliser et pénaliser les personnes qui seraient dans l'infraction. Jean Roudroy, je disais, le chantier est vaste pour Jean-Michel Samalou Condé qui va prendre Fachi en plein cours de son mandat. Mais à votre avis, si vous devriez lui donner un conseil, à quoi devrait-il s'attaquer en premier, dès la formation de son équipe? Premièrement, je pense qu'il faut dire la vérité aux Congolais. Il faut dire aux Congolais que cette année 2021, elle est cruciale. Cette année 2021, on sort, ou en tout cas on vit avec le Covid, on sort de tumulte politique, il faut nécessairement travailler. Donc, la priorité, c'est la gestion du temps. La mise en place, la prise des décisions doit être rapide. La mise en place des personnes doit être rapide. Il faut également dire la vérité aux Congolais dans ce sens qu'aujourd'hui, les capacités financières du Congo ne permettent pas de régler tous les problèmes de tous les Congolais en 3 ans. Il faut dire cette vérité-là. Donc nous avons 2 options. Soit
Nous prenons le peu de ressources que nous avons en attendant d'en créer d'autres et de multiplier les richesses, et nous les saupoudrons sur 10, 15, 20 projets qui finiront tous non achevés parce qu'on a mis un peu d'argent ici, un peu d'argent là-bas, un peu d'argent là-bas, on a commencé 10 projets, aucun n'a fini. Soit nous concentrons nos ressources sur un projet phare qui, grâce au suivi minutieux, journalier du Premier ministre et du chef de l'État, aboutira à sa conclusion en 2023. Mais est-ce que Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux Congolais. Soit on attaque tout et on finit rien, soit on se concentre sur un ou deux projets qu'on suit au jour le jour et on accepte de sacrifier les autres. Mais ce projet que nous attaquons aujourd'hui sera porteur de ça, de ça, de ça, qui bénéficiera à tous les Congolais. Il ne faut pas commencer à s'éparpiller. Les ressources sont peu nombreuses et le temps est peu nombreux. Et si vous deviez, par exemple, donner un exemple, un style de portrait, de profil de ce genre de projet que le gouvernement devrait entamer, vu les réalités, vu la situation du pays, vu les potentialités du pays, par exemple. Les routes. Le pays, il est à l'est riche en matière minérale, il est au centre et à l'ouest riche toute la saison en terres agricoles, arables, cultivables. Mais vous avez à l'ouest, à l'extrême opposé, Kinshasa, qui est isolé de toutes ces richesses-là. Donc, à un moment donné, il faut relier tous ces circuits-là pour permettre de nourrir les Congolais, permettre d'exporter nos biens. Donc, sans route, vous ne pourrez pas nourrir les Congolais. Donc, c'est la priorité des priorités. Et il faut dire aux Congolais qu'on ne pourra pas tout faire, mais tel projet, on le mène aujourd'hui et il va arriver à terme dans 3 ans. Et ça permettra aux Congolais de dire effectivement, il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait. J'aimerais que nous nous séparions sur une question au sujet de la jeunesse, puisque c'était vraiment notre débat du jour. Oui. On dit souvent que la jeunesse, elle est trop exigeante envers le gouvernement, trop exigeante envers le pays, ne veut pas appliquer ce que Kennedy a dit autrefois, ne demande pas ce qu'on fait pour toi, mais demande-toi ce que tu fais pour le pays. La jeunesse est prête à faire quoi aujourd'hui exactement pour le pays, pour aider Samalou Kondé qui est également un jeune, pour aider Félix Tshisekedi à relever le Congo? Mais la jeunesse propose ses services, la jeunesse reste disposée, la jeunesse reste vigilante à la fois pour recadrer ceux qui méritent d'être recadrés, mais reste disponible à travailler, à proposer ses compétences, comme je le fais aujourd'hui, comme vous le faites aujourd'hui aussi sur votre chaîne de télévision. Nous sommes la preuve qu'il y a des jeunes compétents qui sont là. Et donc nous, aujourd'hui, au niveau de la NGT, au niveau de la jeunesse de l'Union Sacrée, nous ne sommes pas dans le militantisme de rue. Nous sommes là, nous demandons notre part à ce chapitre, qui est un chapitre important pour le pays. Nous voulons participer à ce chapitre et nous voulons qu'aujourd'hui, qu'on puisse mettre de côté cet argument de dire que les jeunes ne font que réclamer. Donnez-nous la chance de démontrer notre capacité à travailler. Nous le ferons sans aucun problème. Je pense qu'à suffisance aujourd'hui, il y a eu des propositions qui ont été faites aujourd'hui qui ont permis de mettre en exergue certaines bonnes idées que des jeunes de l'Union Sacrée que je représente peuvent mettre en avant. Merci. Donc les jeunes sont compétents et c'est le mot de la fin. Nous sommes là et nous voulons notre part au chapitre et nous sommes disponibles à travailler avec quiconque. Merci beaucoup Junior Koudoura d'avoir apporté de la lumière autour de ce sujet. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint de la nouvelle génération Tshisekedi, vous êtes porte-parole aussi, communicateur, je vais le dire, de la jeunesse de l'Union Sacrée et membre de l'UDPS, le parti présidentiel. Voilà, exactement. Donc je suis, comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance d'être porte-parole, communicateur de la jeunesse de l'Union Sacrée, porte-parole adjoint de la nouvelle génération de Tshisekedi, qui est une association dirigée par Junior Mata, affilié à l'UDPS et membre de l'UDPS, membre actif de l'UDPS. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler encore une autre fois sous d'autres formats. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir accordé du temps à cette émission. Bonne suite de programmes sur notre chaîne et vivez heureux, vivez sans temps.